de cette deuxième journée. On se laisse doucement guider par le bruit de l'eau, l'appel de la rivière. Au Boupère, nous choisissons de descendre vers le lieu-dit La Morvien, un petit hameau niché au cœur d'une nature préservée. On nous annonce une résidence de création. Qui dit résidence dit maison, et qui dit maison dit aussi famille. Qu'en est-il ? Benjamin, merci pour cette magnifique promenade. Merci d'être là avec nous. Non, c'est nous qui vous remercions surtout pour votre accueil. Benjamin, est-ce que tu peux expliquer cette histoire que tu as avec La Morvien, justement? C'est une histoire très, très profonde, très intime. J'ai l'impression que toute ma vie, en fait, s'est passée ici, s'est déroulée ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je découvre toujours ce lieu, finalement. Mais c'est une histoire, j'ai toujours connu cet endroit. Mon père a donc grandi une partie de son enfance à Montournai, dans une famille de justes. Donc une famille, c'est-à-dire les justes, c'est des familles qui ont pris le risque d'héberger des enfants juifs. Des gens extraordinaires. Pas seulement d'ailleurs, hein, ou des orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Et puis mon père a adoré. Curieusement, il a vraiment pris le parti de positiver ces quelques années en Vendée et il s'est éclaté. Il s'appelait Pierre Élie et il n'a gardé que Pierrot. Il est devenu quelqu'un d'autre ici. Alors mon histoire, voilà, bien plus tard, donc je grandis en partie ici avec mon père, ma mère. Tout se passe bien et puis c'est les années 70, on habite à Montmartre. Le label Sarava, les tournées, les artistes, toute cette vie-là. Toi, tu baignes là-dedans. Je baigne là-dedans. Et puis finalement, mes parents se séparent. Et moi, j'avais 8 ans, je m'en souviens très très bien. Ils m'ont expliqué, voilà, on va se séparer. Est-ce que tu voudrais aller à La Morvien avec une dame, avec quelqu'un Et j'ai dit, oui. Et en fait, c'est très curieux parce que mon père, dans une période de crise beaucoup plus critique, qui était donc les rafles, etc., de la Seconde Guerre mondiale, les rafles des nazis. Là, je me retrouve moi-même dans une situation critique, c'est-à-dire que plus impossible de vivre avec mes parents. Et donc, il a eu ce réflexe de dire, tiens, situation de crise, on l'envoie en Vendée, dans un refuge, en quelque sorte, le côté nourricier, protecteur du bocage. Et c'est vrai que ça a été pour moi, moi-même, donc j'ai vécu une genre d'initiation, je me suis transformé, c'est-à-dire que j'étais, comme mes parents étaient toujours en tournée, j'allais peu à l'école. Je me suis retrouvé ici, j'ai travaillé. Donc c'est-à-dire que j'ai travaillé, j'étais bien, j'avais des copains, j'ai sauté une classe. Je suis arrivé en CE2, puis je suis allé directement en CM1. Je n'ai pas arrêté de bosser. Et c'est vraiment ici, en fait, à La Morvien, que j'ai appris finalement à écrire, à me familiariser avec l'éducation nationale, à me sociabiliser, ce qui est un peu curieux d'ailleurs. À 8 ans. À 8 ans, ce qui est un peu curieux de se sociabiliser à la campagne. Mais ce fut le cas. Et puis après, mes parents ont finalement trouvé le moyen de se mettre d'accord. Je suis revenu à Paris. Qui était quand même ma ville natale. C'est dur d'ailleurs pour toi de revenir à la ville à ce moment-là, après tous ces... Non, ce qui était difficile tout de même, c'était de me retrouver sans mes parents ici à La Morvien. Non, le revenir à Paris n'a pas été difficile parce que la Vendée-Paris, c'est 4 heures en voiture. Non, au contraire. Voilà. Et des années plus tard,
l'occasion est venue, s'est présenté qu'un de ses copains, ingénieur du son, québécois d'ailleurs, Jacques Dompierre, ne savait plus quoi faire de son matériel. Mon père lui a dit, bah viens, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un logis dans l'ancien moulin. Installe-toi et si vous voulez, voilà, petit à petit, on a suivi, c'est-à-dire que nous on travaillait, Sarava, c'était dans les années 90 à Bastille, puis finalement en 2000 on a déménagé parce que le studio tournait bien ici et que c'était chouette d'être proche des artistes et puis c'est comme ça, voilà, donc j'ai eu, comme vous pouvez l'imaginer, entre 20 ans et 30 ans, j'étais moins intéressé par la campagne. Hein, donc j'ai eu la chance. Non, mais j'ai eu la chance de voyager aussi, de vivre des trucs. Et puis en revenant ici avec le studio et tout, là, je me suis reconnecté. Et donc ça fait maintenant depuis 2001 disons que bon, j'ai vécu dans différents coins de l'Ouest, mais depuis 2001 que je suis responsable en tous les cas de ce domaine. C'est-à-dire que mon père m'a dit bon bah comme tu as décidé de vivre à Nantes, voilà, tu vas pouvoir t'occuper de... Donc voilà, je me suis occupé des locataires, il y a eu un gîte à une époque, enfin, voilà, j'ai suivi très modestement, mais avec amour, l'évolution de ce domaine. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien justement maintenant, Benjamin, c'est qu'on remonte tranquillement jusqu'à la maison. Et qu'on parle du présent, mais aussi de l'avenir de la Morvien. Tout à fait. Voilà, parce qu'il vous appartient quand même. On y va? L'avenir nous appartient, vous le dites? Bien sûr, exactement. Exactement. Ça, ton souhait, c'était de créer une maison d'artistes, un centre pour les artistes? Bah, c'est exactement l'idée qu'on a eue avec Nadia. À partir du moment où en fait, il y a eu cette pandémie, je trouve qu'on avait déménagé déjà, on s'est mariés ici en 2019. Et puis après, on a eu la possibilité, l'opportunité de vivre à Paris. Je suis parisien, je me dis tiens, c'est intéressant. Pandémie arrive, donc on se dit oh, on se précipite pour débarquer ici. Et là, on a vraiment ressenti que c'était un lieu pour créer. Et puis on s'est dit, bon, bah, comment on fait avec cette dépendance? Qu'est-ce qu'on fait? Et je ne sais plus qui a eu cette idée, mais je pense qu'on peut dire qu'on l'a eu ensemble, d'en faire effectivement... Oui, je crois que c'est en rencontrant un peintre du Boupère qui revenait non pas d'une résidence, mais d'une retraite, Alexandre Lamotte. Parce qu'en fait, on rencontre énormément de gens dans le bocage. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alexandre Lamotte me dit, ah ouais, j'étais dans les Cévennes, dans une retraite d'artistes. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, parce que les résidences, il faut être subventionné, il faut rentrer dans un réseau. Les retraites, si tu as un lieu et qu'un artiste souhaite se mettre en retraite, bah, il participe, c'est-à-dire qu'il y a une participation, un petit loyer, voilà, mais qui vraiment permet de faire tourner, je dirais, la maison, qui n'est pas très élevée, qui est étudiée pour l'artiste. Et il produit ce qu'il veut. Il n'est pas tenu de réaliser comme une résidence une œuvre qui va ensuite être exposée. Et donc voilà, on est parti de cette idée-là. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'on teste le local, c'est-à-dire que le local en été est loué. Il est proposé aux touristes. D'accord. Voilà, et c'est un très bon test pour voir justement, pour faire de l'accueil, et puis petit à petit, depuis cette année, depuis 2022 en fait, là on accueille des artistes et on voit que tout d'un coup ça prend de l'ampleur, que les gens sont ravis. Bien sûr. Que ce soit en musique baroque, Margaret Little, que ce soit en musique brésilienne, en chanson, en peinture. Voilà, tous les artistes. C'est très très large. C'est très large. Du peintre, du sculpteur, du musicien, du photographe. Cinéma bien sûr. On prend le banc de montage, on travaille là. Moi, je travaille sur un film en ce moment. Alors, sans oublier, bien sûr, ça c'est un rêve, mais j'aimerais beaucoup le land art. Parce qu'il y a beaucoup d'espaces où je me dis qu'un artiste de land art pourrait faire quelque chose, notamment en résonance avec le sentier pédestre qui est communal, de façon à ce que son œuvre ou sa participation à la nature soit visible par les marcheurs. Ou tout simplement des gens qui ont envie, et c'était mon cas, de se poser pour lire, pour se ressourcer. Parce que je pense que le fait de lire, c'est aussi quelque part un acte artistique. Complètement. Parce qu'on rentre en soi, on envisage les choses différemment.
Et on se modifie. C'est beau ce que tu dis, parce que c'était le mot juste. C'est ce que je ressens, voilà. C'était le mot juste. Et puis moi, ce que je pense aussi, c'est vrai que là, on est en train de parler de cet endroit dédié aux artistes, mais c'est aussi pour vous tout ce que ça va vous apporter en rencontre, en échange, en découverte. Et toutes ces rencontres ne feront que grandir finalement la Morvien. Tout à fait. Voilà. Ces rencontres sont importantes, sont cruciales. On a besoin de parler. Ouais. Je pense qu'on va ouvrir d'ailleurs prochainement un genre de petit salon littéraire dans le gîte, dans les périodes où il n'y a pas de résidents, pour justement essayer de débloquer un peu cette parole et de réunir des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais qu'on puisse parler en étant désinhibés. Voilà. Je pense que l'échange est quelque chose de très important, plus que jamais. Bien sûr. L'avenir est beau, Benjamin. L'avenir est beau, tout à fait. Il est très chouette. Ouais. On va rejoindre ta petite famille. Ouais, merci beaucoup pour ce moment, en tout cas. Je vous en prie. Nadia, ton atelier est absolument incroyable. Merci. Tu l'as investi quand? Ça fait maintenant 4 ans que je suis récent. arrivée ici, c'est ça, avec le Covid. Avec le Covid. Ouais. Et pourquoi avoir choisi justement cette partie de la maison pour y installer par rapport à la luminosité, par rapport aux bonnes ondes? Oui, par rapport à la luminosité aussi, parce qu'on a fait le Velux, et par rapport effectivement aux bonnes ondes. Ici, j'ai une vue, je suis à l'écart de la maison. Bien ici, sûr. donc, En contrebas. Ouais, en contrebas, avec une vue Absolument incroyable, voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que vous êtes installé ici au moment de la Covid. Oui, on avait déjà le projet de s'installer, mais ça a été, disons, accéléré par la Covid, quoi. Alors aujourd'hui, à plus 4 ans, est-ce que tu sens que la Morvien Oui. a eu un impact sur ta peinture? Ça, depuis très longtemps, parce que moi, j'ai une histoire avec la Morvien, en plus, qui est longue. J'ai habité dans tous les bâtiments de la Morvien. C'est ici que j'ai rencontré Benjamin. D'accord, ok. Donc, j'étais déjà locataire ici et je peignais les paysages des alentours au moment où j'ai rencontré Benjamin. C'est très intéressant parce qu'on est en plein cœur du bocage vendéen Oui. et je vois que des vues de mer. Oui, j'ai énormément peint le bocage vendéen, et enfin le bocage, même surtout la Morvien, en fait, les paysages, les bords de rivière. Et puis, grâce à l'opportunité que j'ai de faire une exposition à l'abbaye d'Orbestier, Au Sable d'Olonne. Ouais. Et ce lieu, une magnifique abbaye du XIIe siècle. Et grâce à ça, c'est l'abbaye du bout du monde. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion d'affronter l'océan et ses tempêtes. Et ces tempêtes, elles Et sont ces nombreuses. orages, oui. Complètement. Et elles sont... C'était un sujet que j'osais jamais aborder en peinture, la mer, parce que je voulais pas rentrer dans la carte postale. Il y avait quelque chose qui... Et c'est tellement inspirant, c'est tellement magique, c'est tellement une peinture en soi que j'attendais d'être prête. Donc je préférais étudier les arbres, la rivière, des choses qui sont avant de m'embarquer dans cette immensité, quoi. Donc effectivement, là, l'opportunité de cette exposition t'a permis de me lancer, de passer le cap, et puis de peindre les cieux aussi. Je peignais très peu de cieux avant. Et là, Et je suis partie plusieurs fois dans les tempêtes, d'ailleurs, et je me suis rendu compte que quand même c'était... Parce que je peins énormément sur le motif, et je me suis rendu compte que c'était quand même plus compliqué de peindre une tempête dans une tempête que de peindre une tempête dans mon atelier, quoi. Exactement. Donc, alors, comment tu fais à ce moment-là? Tu pars avec l'appareil photo, tu fais des clichés ou j'ai fait des clichés, j'ai fait énormément de petits formats où mais je veux dire, avec le vent, la pluie, les orages, je fais j'appelle ça une carcasse ou un fond, qui est vivant. Et après, je retravaille juste par quelques petites touches dans l'atelier. Mais quelque part, j'aime bien aussi ces petits formats qui ont été commencés à... Parce qu'il y a quelque chose qui est saisi sur le vif. Hop. Pardon. Non, mais ça va. Et j'aime bien...
Et puis à côté de ça, effectivement, on a les grands formats. Des grands formats, et là, c'est impossible. Hein. Je veux dire, déjà, le vent a cassé mon chevalet, parce que ça, c'est le chevalet pour peindre en extérieur. Il pleuvait, je tenais mon chevalet. Le vent a plié le métal du chevalet. C'était très drôle, mais en même temps, c'est important pour moi de me confronter aux éléments, même si après je peins dans l'atelier, parce que... Combien de mois de travail, Nadia, pour une exposition? Celle-là, j'ai commencé septembre dernier. D'accord. J'aimerais bien maintenant que tu choisisses un endroit de la maison que tu aimes beaucoup, à l'intérieur ou à l'extérieur. Quitter ton atelier pour qu'on parle davantage de toi. Qu'on laisse un peu l'artiste, qu'on parle davantage de toi. D'accord. Ça te va? Ok. Moi, ce qui m'intéresserait, Nadia, donc artiste peintre, on a compris que tu venais de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Déjà, comment tu es arrivée jusqu'à la peinture? Est-ce que c'était une évidence pour toi toute petite ou ça a été une rencontre? Il y a eu... Oui, il y a eu une rencontre, mais en même temps, c'était les deux. C'était une évidence depuis que j'étais toute petite parce que j'ai toujours dessiné. Et moi, ma mère, quand je suis née, ma mère me parlait en français, mon père est polonais. D'accord. D'où le nom. Et donc lui, il me parlait en polonais et les deux ensemble parlaient en anglais. Et contrairement à d'autres enfants qui parlent plein de langues, moi, j'ai parlé plutôt tard. Par contre, j'ai dessiné très très jeune, quoi. Une manière de te faire comprendre, en fait. Ouais, ou de m'exprimer, j'imagine. Bien sûr. Et c'était le dessin. C'était le dessin, ouais. Ça a été beaucoup le dessin. Et ensuite, j'ai quitté Montréal à 18 ans, un peu sous un coup de tête, alors que je devais rentrer à la fac en biologie. Et rien à voir, avec ouais. les couleurs et les beaux-arts. Non, mais c'était de partir dans les sciences. J'étais bonne en sciences et normalement, quand on est bon en sciences, il faut. Oui, c'est une évidence. Il faut faire des. Voilà. Et là, j'ai paniqué et j'ai quitté Montréal. Et j'ai voyagé. J'ai énormément voyagé. Et j'ai toujours eu des carnets en fait avec moi, donc Tu croquais. J'ai toujours croqué, dessiné. J'écrivais un peu, mais c'était quand même le dessin qui revenait assez régulièrement. Puis j'ai rencontré un peintre, Bruno Cladard. J'ai vécu avec lui pendant 1 an et j'étais son assistante, sa modèle aussi. Et je l'ai vu travailler. Et c'est vrai que sa philosophie et sa façon de voir la peinture et de vivre cette peinture et de se dévouer à elle, pour moi, a été une source d'inspiration importante. Ensuite, pour ne pas être... ce que je fais est très différent de ce que lui faisait. Et j'ai ressenti le besoin de m'éduquer, de me rééduquer à la peinture. J'ai fait une petite année à Concordia, à Montréal. J'ai voyagé pendant 4 ans, je suis retournée à Montréal. Là, j'ai fait une petite année où j'ai suivi un cours de peinture à l'université de Concordia et je suis repartie cette fois-ci parce qu'encore une fois, il m'a fallu quitter Montréal et je suis partie en Bulgarie. Et là, je me suis dit que secrètement, loin de tout le monde, j'allais faire le truc le plus ringard qui soit, c'est-à-dire, mais j'avais besoin de ça pour pouvoir m'éduquer en peinture et j'ai acheté un chevalet, une toile, peinture à l'huile, le premier. Ouais. Et je me suis dit que voilà, et j'ai peint pour la première fois. Il se passe quoi là? Ah ben là, il se passe quelque chose d'incroyable qui m'a jamais lâchée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si j'essayais de dessiner, déjà je me suis rendu compte que rien n'était figé, que tout bougeait, que je veux dire, on pouvait courir après les ombres sur la toile pendant. Et que pour saisir cette vie, enfin c'était. Enfin, que cette mission-là était très belle en soi. Et aussi, je me suis rendu compte que l'imagination qu'il y a dans le dessin d'une branche d'arbre est beaucoup plus grande que n'importe quelle imagination qu'il pourrait y avoir dans ma tête. Oui. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. On peut retrouver Benjamin Hainaut? Oui. Une bien jolie famille. 2 parcours de vie si différents, mais tellement touchants. On sent une véritable sincérité dans tous ces récits. Beaucoup de pudeur et une force intérieure qui unit assurément ces 2 cœurs. Benjamin, Nadia,
Merci. C'est décidé. La Morvien sera notre nid pour cette nuit. C'est quand même pas mal. Cette 3e journée commence bien. Je découvre un ouvrage, publié par Nadia, après la pandémie. Des dessins, du noir et du blanc. Des instants figés sur la feuille. Puis un livre, écrit par Benjamin et consacré à Sarava. Même si nous aurions aimé rester ici, il fait si bon à la Morvien, l'appel du chemin revient. Go Stéphane. Direction le bourg du Boupère. C'est le royaume de la couture. Guy, c'est très drôle parce que nous, avec Stéphane, là, on vient d'arriver au Boupère. Oui. Et tout de suite, on découvre ce bâtiment, l'Oasis. Qu'est-ce que c'est, là? L'Oasis. Alors, qu'est-ce que c'est l'Oasis? Eh bien, c'est une salle de spectacle. C'est un ensemble de salles, dont la salle de spectacle où on fait nos revues tous les 2 ans. Nos célèbres revues créées en 1950 par Gabicha. Alors là, ça m'intéresse. Parce que je sens qu'il y a une grosse histoire derrière. Donc, pour en revenir à la salle, on est sur une salle donc, associative, complètement privée. Complètement privée. Et donc, alors, les revues créées par Gabicha, Gabriel Châtaignier. Alors, qui était ce monsieur? Ce monsieur, c'était un personnage des Boupères qui a eu son bac à 14 ans. Donc vous voyez, à l'époque... Déjà, ça annonce. Donc c'était en 1940, quoi, donc 45. Ouais. Donc voilà. Et ce monsieur-là, un jour, a commencé à écrire des revues. Il était né dans un village du Boupère qui s'appelle la Nivretière. Et il avait écrit un spectacle, et c'était les gens de la Nivretière et des villages aux alentours qui jouaient. Comme ça se faisait peut-être beaucoup en Vendée aussi à ce sans moment-là. doute, oui. Voilà. Et il jouait au patronage, dans le milieu du bourg. Là. Cette salle existe tout le temps, mais a un autre usage. Et la salle-là a été construite, le père curé de l'époque, on avait un père curé bâtisseur qui s'appelait Bretodeau et avait souhaité faire une salle de spectacle pour ce genre de trucs. Et c'était la belle époque où il y avait les coupes de la joie. Qu'est-ce que c'est? Les coupes de la joie, c'était des spectacles, chacun venait avec son tableau et jouait dans une salle. Moi je me rappelle, j'étais tout gosse, avoir été au Sable, jouer au Sable. Donc Gabicha avait donc écrivait pour son spectacle et pour les coupes de la joie. Et les coupes de la joie se sont transformées en revues. Et donc la première a été... La première qui était jouée par les gens de chez lui, c'était le Caillou du lait. Et après, on a joué les revues ici, et au départ, tous les ans. Au départ, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien, donc c'était tous les ans. Les gens étaient en demande. Oui, parce qu'il y avait une revue et un théâtre. La même année. Ça faisait vivre le village. Ça faisait vivre le village, tout à fait. Guy, qu'est-ce que exactement une revue? Alors une revue, c'est un ensemble de sketchs. Alors il y en a environ 12, 13, 14, ça dépend des années. Alors on parle de l'actualité. On prend l'actualité, on la bricole, puis on la ressort à notre sauce. Hein. Et tous ces sketchs sont entrecoupés de morceaux de musique, joués par nos 15 musiciens. Et par moment, on met des ballets. Il y a 5 ou 6 ballets dans le spectacle. Donc plein de couleurs, plein de costumes, de la joie en fait. Voilà, c'est fait pour ça. Guy, on continue notre balade. On continue. C'est très bien parti. Nous suivons Guy qui nous entraîne alors dans un dédale de coins et de recoins où se cachent des gens, des techniciens, musiciens et même une danseuse. Stéphane, on va rester encore un peu au Boupère. Guy, raconte-nous une
histoire.